Bonjour tout le monde. Euh, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Donc, ce webinaire organisé par PECB. Nous tenons à remercier PECB, notre partenaire qui ne cesse donc de diffuser donc la culture liée aux bonnes pratiques, à l'évolution, à suivre l'évolution technologique dans les différents continents. Le sujet de notre webinaire aujourd'hui, il s'intéresse donc à des préoccupations et des orientations stratégiques dans l'évolution de la technologie en Afrique, dans notre cher continent africain. Voilà. Il s'intitule Les compétences en IA dont l'Afrique a besoin maintenant. Êtes-vous prêts? Voilà. Donc, êtes-vous prêts? Nous commençons notre webinaire. Je commence très rapidement par introduire donc ce webinaire. S'intitule dans le cadre donc de la série des webinaires régionaux que PECB organise, et j'ai l'honneur donc d'être le premier intervenant à ce webinaire avec mon collègue Monsieur Mourad Ilvez. Voilà, donc Walid Charfi, je me présente, je suis un professionnel de la cybersécurité. Donc, j'ai une expertise sur des domaines liés à la protection de l'information et l'accompagnement des organisations dans les systèmes de management liés à la sécurité de l'information, ainsi que dans la gestion des risques liés à l'usage de la technologie dans leur système d'information, dans leur processus. Donc, à savoir aussi l'adoption donc des technologies émergentes, notamment donc l'IA dans les organisations. Et je suis formateur dans la série des standards liés au système de management, à savoir les systèmes de management qualité selon le standard ISO 9001, le système de management de la sécurité de l'information selon le standard ISO 27001, le système de management de l'intelligence artificielle selon les standards ISO 42001, ainsi que d'autres standards et d'autres référentiels et normes de bonne pratique. Voilà, aujourd'hui, nous allons voir ensemble les enjeux et on va dire les challenges que notre continent africain est en face d'eux. Voilà, donc la question qui préoccupe réellement, c'est que l'intelligence artificielle, elle avance très vite. Mais on se pose la question, avançons-nous avec elle au même rythme ou bien nous sommes derrière elle? Donc c'est ça ce qui nous préoccupe dans notre communauté, on va dire, ou bien dans notre continent, chez les pays africains, voilà, dans les domaines de recherche, dans les domaines industriels, voilà, en Afrique, donc nous parlons beaucoup d'intelligence artificielle. Nous utilisons déjà des solutions d'IA, voilà, mais soyons clairs et peut-être donc en toute, on va dire, honnêteté, nous sommes des consommateurs de l'IA plutôt que des concepteurs ou bien des développeurs donc de l'IA. Sachant qu'il y a des embryons, il y a des startups, il y a des tentatives et des efforts, mais ce n'est pas réellement par rapport à notre population, par rapport au large, donc à ce large continent. Donc, il nous attend donc beaucoup de challenges. Voilà. Et c'est là où se situe l'urgence du maintenant dans l'intitulé du webinaire. Voilà, pas demain, et pas dans quelques années. Voilà. Il faut immédiatement commencer à l'action, commencer à traiter donc ce challenge et à avoir une stratégie appliquée donc sur terrain. Voilà. Donc l'Afrique est jeune, connectée, ambitieuse. Pourtant,
le déficit de compétences locales en IA reste profond. Voilà. Donc, notre objectif, c'est de traiter aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, ce n'est pas une formation et ce n'est pas donc un masterclass, mais plutôt c'est un webinaire pour sensibiliser et pour ouvrir donc en quelque sorte les esprits sur des orientations stratégiques, sur des solutions et pourquoi pas des échanges, vu que la population peut donc nous poser que ce soit des questions, que ce soit aussi des propositions, donc pas mal d'experts et de personnes spécialisées dans le domaine peuvent être aussi actrices dans ce sujet-là. Voilà. Alors, donc, en fait, le paradoxe africain, donc, c'est que réellement, nous avons des enjeux, voilà, que les compétences, voilà, vis-à-vis des technologies et l'usage des technologies, donc, représentent en quelque sorte un certain écart, voilà, une certaine, donc, un certain gap, voilà, du coup, que nous avons un continent jeune et connecté, voilà. Maintenant, est-ce que réellement c'est intégré dans les programmes d'études, dans les différentes disciplines? Voilà, donc c'est ce qui mène à un vrai enjeu réellement, donc lié à cet aspect-là. Et en réalité, on se pose la question, donc ce n'est pas la technologie, donc ce sont les compétences qui nous manquent. Voilà. Et lorsqu'on dit donc les compétences qui nous manquent, on a besoin de comprendre que le fait, donc ce que fait une IA, qu'est-ce qu'elle est en train donc d'exploiter comme information pour nous produire donc des résultats. Voilà. Maintenant, savoir quand est-ce qu'on fait confiance à l'IA, voilà, et quand ne pas lui faire confiance, voilà, et qu'on est capable réellement de transformer un problème réel en solution concrète. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, trop d'organisations expérimentent l'IA sans stratégie claire. Voilà. Il y a des entreprises qui testent, mais qui ne transforment pas. C'est-à-dire, on a toujours des tentatives, des idées, mais qui ne mènent pas à des projets concrets, bien sûr, donc par rapport à d'autres qui se développent, mais malheureusement, parfois, ne sont pas en train de servir le continent parce qu'il y a toujours donc des chasseurs de tête et des chasseurs de projets. Donc, c'est ce qui présente réellement d'autres défis, voilà, par rapport au continent africain. Donc, adopter des outils, mais pas des compétences, c'est ça aussi un vrai problème. Voilà. Pour y répondre, on peut résumer l'enjeu autour de 3 piliers essentiels. Voilà. Donc, les 3 piliers critiques qui peuvent faire la différence et qui peuvent donc accélérer en quelque sorte l'évolution et la maîtrise donc de l'IA, c'est avoir des données locales, avoir l'IA appliquée et les solutions de l'IA appliquées donc au domaine stratégique et généraliser donc l'IA, avoir donc une stratégie d'IA literacy. Voilà. Donc, le premier pilier, c'est avoir des données locales et penser à la souveraineté des données. Voilà. Donc, l'IA apprend à partir des données. Voilà. Et une IA entraînée sur des données qui ne nous ressemblent pas, voilà, produit des décisions qui ne nous servent pas. Voilà. C'est ça, en quelque sorte, le constat. Maintenant, les langues locales sont peu présentées dans les systèmes d'apprentissage et dans les
on va dire, lacs de données et les systèmes les bases de connaissances que l'IA utilise actuellement et on va dire et étroitement, voilà. Comment dire aussi les contextes urbains africains mal modélisés, voilà, dans les bases de connaissances et les réalités sociales et économiques et culturelles qui peuvent être ignorées dans les bases existantes. Voilà. Donc le résultat, si on arrive à traiter cet aspect-là, avoir des données, alimenter les bases de connaissances et les systèmes donc, sur lesquels l'IA va se baser, va s'appuyer, voilà. Donc, certainement, on aura plus de performance, voilà, et plus de pertinence locale, voilà. C'est pourquoi donc la collecte, le nettoyage, la structuration de données africaines représentent donc des orientations stratégiques. Et cela nécessite des compétences pointues et si on précise dans le data engineering, dans les spécialités liées au data center, aux environnements cloud et les technologies cloud, voilà, des profils capables donc d'héberger, de traiter, de sécuriser les données sur le continent et de créer des modèles donc, qui permettent on va dire, qui sont la base de l'apprentissage, donc des solutions d'IA ou bien des agents qui vont être en quelque sorte entraînés sur ces systèmes-là. Quand on parle de souveraineté, il ne s'agit pas donc de s'isoler du monde, mais plutôt donc de maîtriser où sont nos données, voilà, et comment sont-elles utilisées et à quelles décisions elles conduisent, voilà. Donc le message simple et fondamental, c'est pas de données locales, pas d'IA pertinente pour le continent, voilà. Le deuxième pilier, c'est que l'IA appliquée et la création de valeur réelle. C'est-à-dire, on ne fait pas l'IA juste pour développer donc, de nouveaux systèmes informatiques ou bien des solutions avec un peu plus, en quelque sorte, d'automatisation et d'autonomie, mais réellement, l'IA n'a d'intérêt que si elle résout des problèmes concrets. Et en Afrique, donc, on ne manque pas de problèmes à fort impact, donc, qui sont bien connus. Citons à titre d'exemple, donc, le domaine de l'agriculture. Voilà, c'est un domaine prometteur, c'est, on va dire, un parmi les atouts du continent africain. Donc, le rendement, le climat, les chaînes de valeur. Aussi le monde économique et financier, voilà, donc l'inclusion, la fraude, donc aussi représente les investissements, donc c'est aussi donc la fintech, elle est de plus en plus donc promue et nécessite d'être aussi l'un des domaines auxquels l'IA s'applique, voilà, ainsi que la santé aussi. Voilà, donc le domaine de la santé en termes d'optimisation de ressources, en termes de prévention, voilà, c'est aussi donc un domaine d'application très sensible et aussi à valeur sûre en quelque sorte si l'IA s'est orientée à développer et faire évoluer donc ce système. Ce domaine-là. N'oublions pas aussi le domaine d'éducation, le domaine de développement des compétences aussi. Il est beaucoup plus encore demandeur maintenant en termes d'avoir l'IA appliquée pour donner en quelque sorte naissance à des orientations métiers et non pas juste un système académique archaïque, un système académique standard et à l'ancien qui parfois donc ne mène pas à des
des carrières ou bien à des futurs, en quelque sorte, employés, futurs, on va dire, entrepreneurs plutôt, et futurs ingénieurs qui sont prêts à lever donc, ces défis-là. Voilà. Donc, la compétence la plus rare, c'est de traduire un problème réel en cas d'usage de l'IA, donc qui est clair et qui est mesurable. Voilà. Donc, cela demande des profils hybrides et des personnes qui comprennent le métier de l'agronomie, le métier financier, le métier de la santé, le métier lié à l'éducation et à l'apprentissage. Voilà. Et et aussi donc ceux qui comprennent ce que l'IA peut ou ne peut pas faire. Voilà. Parce que parfois, on peut donc avoir des limites vu qu'on cherche des choses qui ne sont pas réellement faisables ou bien réalisables, ce qui ne mène pas à des projets concluants ou bien à des idées concluantes. Voilà. Voilà. À cela s'ajoute un point donc souvent perçu comme secondaire, mais qui est en réalité central, c'est l'éthique et la gouvernance. Voilà. Donc, bien sûr, le troisième pilier, c'est l'IA littératie pour tous. Voilà. Donc, l'IA n'est plus une compétence réservée aux ingénieurs, elle devient une compétence citoyenne. Et c'est ça, donc, ce qui importe plus, c'est que les nouvelles générations, donc, et en quelque sorte la population large, elle devient donc impliquée dans l'usage de l'IA, l'adoption de l'IA, mais toujours donc selon des orientations donc à valeur ajoutée, des orientations donc qui permettent son usage de manière maîtrisée. C'est pour cela que des standards comme l'ISO 42001 donc, et la famille donc, de ce standard ISO qui permettent d'avoir donc un usage maîtrisé de l'IA. Donc, c'est savoir poser les bonnes questions donc, et comprendre les limites et détecter les biais donc, et éviter donc, toute manipulation par l'IA lorsque donc, on utilise donc, des agents qui sont prêts à l'emploi. Voilà. Chaque citoyen, donc chaque professionnel, chaque décideur devra interagir avec des systèmes intelligents et exploiter donc l'IA générative pour réellement atteindre ses objectifs ou bien pour avoir en quelque sorte à l'appui un outil qui lui facilite pas mal de tâches, réduit le temps de la recherche d'une information, etc., mais toujours avec modération et avec, on va dire, maîtrise. Voilà, cela implique donc un rôle majeur de l'éducation dès donc, le primaire, on va dire, mais aussi via des formations continues qui développent davantage donc, les connaissances autour de l'exploitation de l'IA. Une société qui ne comprend pas l'IA, c'est une société qui va la subir. Voilà. Donc, une question qui a posé, donc, êtes-vous prêt? Donc, pour tout, on va dire, gouvernement, pour toute structure ayant donc un aspect décisionnel, ayant une influence dans ce continent. Donc, il faut se poser la question, faire un autodiagnostic rapide, voilà, et ceci va aider en quelque sorte à mieux donc identifier le gap et à mieux prévoir donc la feuille de route, on va dire, pour passer à l'action. Voilà. Donc, êtes-vous capable d'exploiter, d'expliquer une décision prise par une IA? Vos équipes comprennent-elles les données qu'elles utilisent? Avez-vous identifié des cas d'usage clairs, utiles et mesurables? Investissez-vous plus dans les compétences que dans les outils?
Voilà, ce sont des questions pertinentes qui me permettent donc en quelque sorte d'évaluer l'écart actuel ou bien de faire l'état des lieux, on va dire, par rapport à la situation actuelle. Donc, être exposé à l'IA ne signifie pas être prêt pour l'IA. Voilà. Et pour l'Afrique, l'IA représente une opportunité unique de saut technologique. Voilà. Mais seulement si nous investissons maintenant dans les compétences humaines locales et responsables. Voilà. Donc, le futur de l'IA en Afrique ne se décidera pas dans des laboratoires étrangers. Voilà. Il se décidera donc par notre capacité à comprendre. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous devons agir et les compétences décideront du futur. Voilà. Je vous remercie et je cède la parole à mon collègue, Monsieur Mourad Elbez, qui va enrichir certainement ce webinaire. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans cette opportunité proposée par notre cher partenaire PECB. C'est une occasion de rencontrer la famille PECB, les adhérents, les candidats et des personnes et d'autres personnes. Je tiens à remercier mon collègue Walid pour cette présentation pertinente et riche. Et voilà, ma présentation sera dans le cadre de la continuité et de détail de certains éléments qui ont été proposés, bien sûr, et qui ont été présentés par mon collègue. Alors, en tant que présentation, en tant qu'introduction, la question, c'est le vrai enjeu. D'accord? Alors, pour nous, je crois que l'IA actuellement, elle est accessible par la diversificité des producteurs de l'IA, parce qu'on est des consommateurs. D'accord? Tout le monde actuellement, il utilise tout ce qui est IA générative, qui est une solution, je dirais, plus vulgarisée, plus utilisée dans le monde. En l'occurrence, on parle de ChatGPT, on parle de Copilot et d'autres systèmes d'automatisation. Mais le problème, je crois qu'elle n'est pas dans la technologie, parce que la technologie, on l'a pas. Et c'est très difficile de s'aligner plus ou moins avec cette avancée technologique qui actuellement bien sûr, entre les mains des gros pays en matière de l'intelligence artificielle, et devient la mauvaise compréhension. Ça veut dire que la mauvaise compréhension, est-ce qu'on comprend bien l'utilité, bien sûr, de l'IA? Est-ce qu'on arrive à créer déjà la différence entre la vraie IA et l'IA générative? Ça, c'est des choses qu'on est censé de les maîtriser, qu'on est censé de les expliquer aux gens, déjà pour dire que l'IA n'est pas le ChatGPT, n'est pas l'IA générative seulement, mais il y a d'autres outils qu'on peut utiliser dans l'IA qui sont très, très importantes et très développées. Alors, on essaie d'éviter ce qu'on appelle l'usage gadget. Ça veut dire que c'est pas un jouet, c'est pas quelque chose qu'on fait pour seulement dire qu'on est en train d'utiliser l'IA, d'accord? Mais on doit l'utiliser d'une manière vraiment professionnelle en respectant, bien sûr, tous les éléments de la gouvernance qui sont très, très, très importants. Alors, en parlant de la gouvernance, vous le savez très, très bien, les 5 piliers de la gouvernance qui sont là, qui sont très importants. Chaque projet pour une entreprise, bien sûr, ce sont des questions qui se posent. Le 4e élément, bien sûr, c'est la partie gestion de risque. Chaque utilisation d'un outil qui aura un impact réel sur la création de valeur, il y a déjà un risque. Et on dit toujours que le risque, c'est une opportunité. Certes, actuellement, que l'IA représente une opportunité d'ordre de développement, mais en contrepartie, il y a un risque énorme qu'on doit, bien sûr, gérer. Le 5e élément, c'est les indicateurs de performance. L'IA actuellement pour les entreprises, c'est déjà un investissement colossal en matière de formation, en matière, bien sûr, de financement. Et bien sûr, on doit se poser la question, c'est quoi les avantages qu'on aura? Et c'est pour cette raison qu'on doit étudier, avoir une situation de la réalité et bien sûr se projeter sur la situation après l'utilisation de l'IA. Alors, le deuxième élément, le dernier élément, c'est le décalage entre les formations et les besoins réels. D'accord? Vous allez le constater sur le marché actuellement, c'est la tendance, on n'en parle que l'IA, d'accord? Mais est-ce qu'il y a déjà un alignement, comme on a déjà dit? Est-ce qu'il y a vraiment un alignement entre le besoin réel des entreprises et entre les formations qui sont déjà, bien sûr, proposées? Alors,
il y a 5 compétences IA critiques pour l'Afrique. C'est très, très important. Alors, la première des choses, c'est, comme on a déjà dit, c'est la compréhension stratégique. Et on va insister sur la partie stratégique. Bien sûr, dans la mise en place des systèmes de management, vous allez constater qu'on parle toujours de soutien de la partie du leadership. Et c'est la même chose. Et pour faire ce soutien pour la partie IA, je crois que les dirigeants et les managers doivent avoir une vraie compréhension stratégique de l'IA. D'accord? Déjà comprendre ce qu'on peut faire avec l'IA et qu'on ne peut pas faire. D'accord? Intégrer la notion de projet. Lorsqu'on parle du coût, du délai, de la qualité, on est en train de parler projet. Ça veut dire mettre en place un projet IA au lieu de penser simplement d'une manière aléatoire et de choisir tous les éléments nécessaires. Et comme j'ai déjà dit, seulement pour dire qu'on est en train d'utiliser l'IA. D'accord? L'IA, c'est un projet qui doit jouir d'une importance réelle et qui doit avoir, bien sûr, comme on a déjà dit, un aliment stratégique avec, bien sûr, une vision des dirigeants et des managers. Troisième élément, c'est de décider c'est quoi automatiser et quoi garder en tant qu'être humain. Et ça répond à au premier constat, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec l'IA. Il y a des choses qu'on peut automatiser, certes, mais bien sûr, il y a des choses où on va garder l'être humain en tant que facteur fondamental, bien sûr, sur la chaîne de création de valeur. Les compétences clés, c'est la littérature des decision makers. Ça veut dire que les dirigeants doivent eux aussi avoir une formation, d'accord, doivent être sensibilisés sur l'IA, créer déjà la différence entre l'IA générative et les autres IA. Lorsqu'on pense à créer notre propre IA, il faut se dire que c'est un projet colossal, très important, qui nécessite une partie matérielle, une partie humaine et d'autres parties, d'autres facteurs. Et ça, c'est bien sûr, c'est une décision bien sûr stratégique et non pas une décision opérationnelle. Alors, deuxième, c'est la partie prompt engineering et usage professionnel. L'usage actuel, et d'après les sondages qu'il y a, surtout sur la partie IA générative, il y a une gestion aléatoire, non professionnelle. Il faut avoir déjà des formations sur le prompt engineering. Et là, M. Walid, il a parlé d'un élément qui est très, très important, c'est que l'IA, elle est appliquée à quelque chose. À un certain moment, lors de l'apparition du monde informatique, on parlait de l'informatique appliquée à la santé, l'informatique appliquée à la gestion. Actuellement, c'est l'IA. D'accord? Et chaque secteur, chaque activité, ils ont en quelque sorte, je dirais, leur propre prompt. On a la partie RH, d'accord? On ne peut pas avoir une formation transversale pour tout le monde, mais il faut se spécialiser même dans la partie formation, bien sûr, sur les spécialités qu'on a, RH, finance, audit, etc., etc. D'accord? Il faut penser bien sûr que c'est un élément qui va permettre un gain immédiat de productivité. C'est ça l'enjeu. C'est ce qu'on est en train de gagner en matière de temps, en gagner en matière de qualité délivrable. Et c'est pour cette raison qu'on dit que si on transforme ChatGPT en tant qu'assistant métier, bien sûr, on aura un gain entre 30 et 50% de productivité. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important dans la chaîne de valeur, dans la chaîne de création de valeur pour, bien sûr, les entreprises. Troisième compétence qui est nécessaire, c'est la partie automatisation, intelligence des processus. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on parle de robot processing automation, ça existe actuellement. Mais imaginez qu'on va introduire la partie IA bien sûr, dans le système de facturation. Et c'est pour cette raison, plusieurs éditeurs des ERP, les grands éditeurs des ERP, ils sont en train actuellement d'intégrer l'IA en tant qu'élément de gain de productivité et de rapidité, soit sur la partie facturation, sur la partie reporting, sur la partie conformité et autre chose. L'automatisation aussi, on parle de no-code, low-code. Ça veut dire que ce n'est pas question que les développeurs ont la main pour développer. On n'a pas besoin de développer pour l'IA parce que les développements, les API sont déjà là, ils sont disponibles qu'on peut utiliser, des API payantes et des API non payantes. Et autre chose, on a la notion actuellement de no-code. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de l'expérience en mode de développement informatique, il a la possibilité de faire la conception, bien sûr, via l'automatisation d'un ensemble de processus. Il faut comprendre que l'IA actuellement, il est au service des PME parce que ça permet de gagner du temps, ça permet de gagner en matière d'efficacité, d'efficience et ça permet aussi de gagner en matière de qualité de livrable. Ça, c'est bien sûr très, très important. Et la compétence clé pour conclure ce slide, c'est que l'IA doit être appliquée au processus métier. D'accord? Ça, c'est très important
parce qu'en parlant pour les entreprises actuellement, il y a une concurrence très acharnée. Et bien sûr, dans cette concurrence, on est dans l'obligation de chercher les éléments qui vont augmenter la rentabilité, bien sûr, et la productivité, bien sûr, des entreprises. Le quatrième élément parmi les compétences, c'est la partie gouvernance et sécurité et conformité de l'IA. Ça, c'est un enjeu. Et ça relève de la partie management de risque. C'est un risque. Beaucoup de gens actuellement utilisent l'IA d'une manière très aveugle, surtout en matière de l'utilisation de la data. On dit toujours que pour protéger la data, une data partagée sur l'IA, c'est plus une data de l'entreprise, c'est une data qui est sur la partie cloud, chez je dirais, des serveurs, et on ne connaît pas. Et ça pose un problème lorsqu'on a des informations trop confidentielles qui créent déjà une polémique avec les standards de sécurité, en l'occurrence la 27001, la RGPD, et bien sûr d'autres actes qui sont utilisés soit en Europe, le UE Act, IA Act, ou autres, bien sûr, standards en cette matière. Alors, pour la partie gouvernance, on est en train de parler de la partie GRC. C'est la gouvernance, bien sûr, le risque et la compliance. Il ne faut pas utiliser l'IA sans prendre en considération, bien sûr, les lois, les réglementations qui sont mises en vigueur. Plusieurs pays en Europe et en Amérique, ils se sont déjà lancés sur ces sujets-là. D'accord, ils sont déjà en avance. Mais en Afrique, je crois qu'on a besoin de mettre des standards, des règles, bien sûr, en matière de gouvernance, en matière de sécurité, en matière de conformité. Et déjà, bien sûr, PECB, il propose déjà des formations sur la partie IA Management System qui est en train d'être développée. Le standard ISO 27001 qui offre une grande partie de gestion de risque. Et là, sur la partie cartographie de risque et le plan de traitement de risque, on sera obligé d'introduire l'IA en tant que facteur de risque. Bien sûr, faire l'analyse, l'appréciation de risque, mettre en place le plan de traitement des risques par des mesures vraiment techniques ou bien sûr, par des sensibilisations qu'on peut faire à l'ensemble des parties prenantes qui auront, bien sûr, la main sur l'utilisation de l'IA. Et bien sûr, n'oubliez pas que ces compétences-là, ils sont rares. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'IA Management System, c'est quelque chose qui est en train d'être, je dirais, plus en plus connu dans le marché. Et on commence à parler, bien sûr, management du système de l'IA. On parlait de management du système de la qualité, de l'environnement, de la sécurité au travail, de la sécurité du système d'information. Actuellement, dans un système de management intégré, on est censé actuellement mettre, bien sûr, un système de management pour une meilleure utilisation de l'IA qui respecte, bien sûr, la gouvernance et la conformité. La cinquième compétence, je crois que il faut bien former et accompagner sur la partie IA. Non seulement faire une formation, je dirais, académique archaïque, mais faire en quelque sorte une conduite de changement. Beaucoup de gens sont formés actuellement sur l'IA, mais il n'y a pas une conduite de changement pour montrer aux gens comment cette IA peut être utile, comment l'utiliser, comment en profiter au maximum. Autre élément qui est fondamental, c'est l'adoption. C'est de permettre aux gens, beaucoup de gens actuellement, ils ont peur de l'IA. Beaucoup d'entreprises, ils ont peur de l'IA. Et ça freine le développement, bien sûr, de ces entreprises. Pour cette raison, il faut mettre un plan d'adaptation, d'adoption pour ces entreprises dans le cadre, bien sûr, de la transformation digitale globale des entreprises. Et bien sûr, on va demander toujours former à l'IA, mais former d'une manière qui est, bien sûr, rationnel, qui suit le contexte de la gouvernance, le contexte, bien sûr, de la bonne utilisation et les meilleures utilisations de l'IA. Le constat, c'est que l'IA est déjà là. On ne peut pas s'en passer de l'IA parce que ça devient quelque chose d'indispensable dans l'utilisation quotidienne, soit pour les personnes, soit pour les entreprises. Mais sans stratégie, ça pose vraiment un grand problème. On doit avoir déjà une stratégie claire de l'utilisation de l'IA. Le vraiment que ce n'est pas la technologie, parce que les technologies, il y a déjà des pays qui sont très en avance et on peut utiliser, comme on a déjà dit, des API qui sont préétablis, qu'on peut en profiter, qui peuvent avoir bien sûr un impact très positif soit sur le côté humain, soit sur le côté organisationnel. Les compétences clés d'aujourd'hui sont bien sûr les gens qui ont une vraie connaissance de l'IA, d'accord, et des gens qui ne voient pas
en l'IA une complexité vraiment technique. Il ne faut pas s'orienter, on a parlé de deep learning, on a parlé de data science, on a parlé beaucoup de choses et à un certain moment, on se trouve sur une partie de complexité, bien sûr, sur la partie technique. C'est pas ça le problème pour l'Afrique. L'Afrique, les compétences, il a besoin de compétences qui sont bien formées, il a besoin des compétences qui ont le savoir et qui ont bien sûr les clés d'une bonne utilisation, bien sûr, de l'IA. Alors, former sans cadrer crée du risque. D'accord? C'est cadrer l'utilisation et on peut donner plusieurs exemples sur des gens qui ont utilisé de la data critique, d'accord, sur des IA génératives, ce qui a provoqué, bien sûr, un grand problème pour ces sociétés. Il y a des grandes structures aussi qui ont déjà travaillé sur des projets en utilisant l'IA, mais l'utilisation n'a pas été cadrée et le livrable qu'ils ont présenté avait été, bien sûr, remis en cause, par les clients finaux. Et bien sûr, ça crée, bien sûr, ça touche l'image de marque et la notoriété des entreprises. La réussite de l'IA, ils viennent d'approches progressives, structurées, et non pas en one shot. On ne peut pas mettre en place une stratégie IA le jour au lendemain. C'est un projet de long terme, c'est un projet qui doit être bien étudié, mais bien sûr dans un cadre où il y a l'objectif principal, c'est la rentabilité, c'est la productivité et c'est l'utilisation qui respecte bien sûr la partie gouvernance et la partie sécurité qui sont des éléments qui sont très, très importants vis-à-vis, bien sûr, la partie gouvernance. En conclusion, l'IA, comme toute innovation, c'est une opportunité, d'accord? Mais la valeur, ça peut être très limité, la création de valeur via l'IA, si on n'a pas les compétences humaines et bien sûr un système de pilotage de ces compétences. Il faut se former maintenant et être responsable parce que il y a un cadre éthique et un cadre déontologique d'utilisation. Et bien sûr, il faut mettre l'IA en tant que levier de performance, un levier, bien sûr, de développement des entreprises africaines et non pas, bien sûr, un obstacle. La question pour finir, n'est plus si l'Afrique est prête pour l'IA, mais si nous sommes prêts à développer les bonnes compétences aujourd'hui. Et je termine mon intervention. Merci à vous. Et je cède la main à M. Walid pour bien sûr la suite de ce webinaire. Mourad, est-ce qu'on pourrait passer aux questions, s'il vous plaît? Oui, on passe aux questions. Alors, il y a une question, la question numéro 1. Est-ce que les pays africains disposent des ressources humaines, éducatives, financières, compétences stratégiques et technologiques pour la maîtrise de l'IA? Monsieur Walid? Oui. Je réponds à cette question. Vous prenez la parole. Oui, merci. Je vous remercie pour l'enrichissement et pour l'étendue présentée à ce sujet. Voilà. Je remercie aussi le participant qui a posé cette question. En fait, selon des statistiques, donc, il y a une discordance large entre les pays africains par rapport au développement et par rapport à l'adoption donc de projets, on va dire projets à valeur ajoutée liés à l'IA et les investissements liés à l'IA. Voilà. Maintenant, est-ce que les pays africains disposent des ressources humaines éducatives, financières, compétentes? Voilà. Donc, c'est vraiment un large spectre, on va dire. Voilà. Pour les ressources humaines, oui. Donc, notre continent, il ne manque pas donc d'une richesse liée aux ressources humaines. Voilà. Maintenant, l'évolution et l'adoption des technologies émergentes et notamment l'IA dans les systèmes éducatifs nous manque. Voilà. Avoir des solutions orientées dans ce domaine-là, bien sûr, nécessite des investissements. Donc, les fonds sont nécessaires, sauf que réellement, à mon avis, il faut maintenant viser des solutions qui sont plus appropriées donc aux pays africains, notamment les fonds offerts par des ONG peuvent donc
traiter partie, donc en quelque sorte, de l'apport financier, une partie ou bien en partie l'apport financier, mais aussi il faut compter à développer davantage et promouvoir les diasporas, donc pour cette orientation dans le domaine de l'évolution de l'IA et du développement de l'IA, ce qui va réellement donner naissance à des sources, on va dire, de financement et de promotion des projets locaux liés à l'IA. Bien sûr, l'orientation vers le développement de compétences, elle est toujours donc la première brique, on va dire, qui va être donc, on va dire, le déclencheur, voilà, de ce développement-là. Voilà, merci. Je rebondis, Walid, pour compléter votre Oui. réponse, si vous le permettez. Alors, comme on a déjà dit, c'est un projet stratégique. Il y a deux acteurs qui sont très, très importants pour la réussite, bien sûr, et pour la mise à disposition, soit des ressources financières, éducatives, etc. C'est un projet, bien sûr, de l'État qui doit s'impliquer dans cette partie. Et lorsqu'on parle de l'État, c'est les universités étatiques, mais aussi il y a une partie des investisseurs qui peuvent être du secteur privé, soit la partie éducation, soit les grandes structures, bien sûr. Et c'est le cas qu'on voit dans les pays qui ont connu un développement en matière de l'IA. C'était un travail, d'accord, des deux parties. C'est le secteur privé et le secteur, bien sûr, étatique qui travaillent conjointement pour la mise en place d'un système. Les ressources, comme l'a déjà dit M. Walid, les ressources humaines sont là. L'intelligence africaine, elle est là. Et on a formé beaucoup de gens en intelligence artificielle et on a eu l'occasion de voir que les gens ils sont très, très intéressés par l'IA, soit dans le côté management, soit dans le côté technique. Mais je crois que c'est la stratégie qui compte, c'est la partie bonne gouvernance qui compte, c'est l'implication de l'État pour un projet IA global qui introduit tous les acteurs et toutes les parties prenantes intéressées. Voilà. Alors, il y a la deuxième question. Je crois j'ai pas bien saisi la question. Combien confortable devons-nous être pour servir des informations souvent sensibles à un IA pour que celle-ci nous fournisse une analyse, une synthèse ou une quelconque production assez précise? Très bonne question. Très bonne question. D'accord? Alors, on parlait à un certain moment de la charte d'utilisation des outils de traitement. D'accord? Et voilà, actuellement, on est obligé de mettre en place une politique et des procédures pour l'utilisation de l'IA. D'accord? C'est quelque chose qu'on doit mettre à l'intérieur des organismes et des établissements. Concernant votre question sur les informations souvent sensibles, ça entre dans la catégorie, bien sûr, qui est prise en charge par la 27001 sur la classification des informations. Alors, il y a une partie qui sera réalisée dans le management de risque via la 27001 et qui va présenter, bien sûr, voilà la classification. On aura la classification C1, ce sont des informations publiques qu'on peut partager sur l'IA. Il y a la classification C2, c'est privé. Il y a la classification C3 qui est confidentielle et il y a la classification 4 qui est bien sûr la partie information secrète. Cette classification va nous permettre bien sûr de mettre en place une autre politique d'utilisation des informations via l'IA, d'accord, et qui va déterminer bien sûr dans cette politique qu'il est strictement interdit d'utiliser certaines informations sensibles à l'État, bien sûr sensibles à l'entreprise, et bien sûr de les mettre sur des IA génératives ou n'importe quelle IA. Ça peut être une solution parmi les solutions. On revient pour dire que c'est quelque chose qui relève de l'utilisation de l'être humain. Vous savez bien sûr que l'IA offre bien sûr des capacités extraordinaires de traitement. Un travail de 3 jours, 4 jours peut être réalisé bien sûr en 2 minutes et c'est ça qui pousse souvent des gens à utiliser des informations sensibles, bien sûr. Et on pose toujours la question, who owns the data? Une fois on met les informations sur un IA génératif, on ne sait pas où cette data va être exploitée, pour quel organisme, pour quelle personne il va être bien sûr exploité. Alors, pour récapituler et pour répondre à cette question, le système de management de l'IA vient dans ce contexte-là parce qu'il permet de créer bien sûr des politiques et des procédures
qui vont permettre une bonne utilisation de l'IA et qui va bien sûr être en homogénéité parce qu'on parle actuellement d'un système de management intégré pour compléter la partie protection du système d'information qui est la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité du système. Monsieur Walid, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point? Merci. Donc, vous avez bien détaillé donc, et bien clarifié donc, ce sujet. Mais juste, je reste sur, on va dire, sur un usage un peu plus large. Donc, en termes de citoyens, en termes de public large. Donc, c'est vrai pour les organisations. Donc, nous avons l'adoption ou bien l'implémentation de politiques liées à l'usage de l'IA qui permettent de gérer en quelque sorte avec modération toute exploitation donc, de données de l'organisation dans les IA, avec une classification donc, au préalable. Maintenant, la sensibilisation, elle devrait être donc généralisée donc, par les gouvernements, par les systèmes d'éducation généralement. Donc, du coup, pour les individus, il faut donc faire attention aux détails des informations et des données personnelles qui peuvent être communiquées à l'IA. Maintenant, si on n'a pas nos propres agents qui sont gérés donc en premise ou bien dans nos systèmes, dans nos infrastructures de manière donc privée, voilà, c'est quelque chose, on va dire, c'est un modèle ou bien c'est un modèle ou bien une configuration qui nécessite un usage maîtrisé au niveau technologique par des solutions indépendantes et des solutions qui sont donc souveraines, ce qui n'est pas le cas réellement. Maintenant, le public le plus large de l'usage de l'IA, c'est il utilise donc des solutions étrangères, des solutions développées par donc des communautés ou bien des organismes donc privés, ce qui présente toujours un risque majeur par rapport donc à toute communication d'informations sensibles et plus particulièrement les données personnelles. C'est pour cela qu'il y a toujours donc un appel à la vigilance, donc à donner plus de soins. Donc, pour un usage individuel, il faut donc anonymiser les informations. Il faut en quelque sorte codifier l'information pour pouvoir l'exploiter par la suite en l'adoptant à votre besoin. Voilà. Donc, mais ne donnez pas confiance aux agents IA génériques, on va dire, et largement utilisés en public, parce que ça représente donc une menace liée à la fuite de données, à l'usage non maîtrisé par la suite au-delà de ces IA, voilà, ces agents IA. Merci. Merci, Walid, pour ces clarifications. Alors, la question 3, je crois que c'est une question très importante. C'est le souci de plusieurs personnes dans le monde entier et probablement ici en Afrique. L'IA va-t-il créer plus d'emplois qu'il n'en détruira en Afrique? Quelles compétences pour anticiper et gérer cette transition? Monsieur Walid? Oui, certainement. Certainement, merci, cher Mourad. Voilà, donc en fait, c'est bien d'être optimiste par rapport donc à cette, on va dire, cette technologie envahissante qui a vraiment menacé donc, on va dire, l'existence humaine dans le marché de l'emploi. Voilà. Maintenant, il faut être optimiste, il faut être visionnaire et prometteur, que ce soit, je parle donc des futurs chercheurs d'emploi et des entrepreneurs et des décideurs. Voilà. Donc l'IA, c'est vrai qu'elle est en train d'automatiser de manière donc accrue les activités ordinaires et simples, et même parfois elle est en train de faire une concurrence à un certain niveau d'expertise, on va dire. Voilà, les généralistes, donc que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine du consulting, dans le domaine de l'ingénierie, donc toutes disciplines confondues.
Voilà, parce que ça utilise une base de riche de connaissances. Maintenant, ça va donner plus donc l'appui aux spécialistes, aux connaisseurs, aux ingénieurs, donc aux gens du domaine, donc d'avoir en quelque sorte un accès à l'information plus rapide, à une analyse plus rapide aussi, et à mieux maintenant concentrer leurs efforts pour exploiter l'IA donc dans des activités encore à valeur donc à valeur ajoutée. Voilà, c'est pour cela que maintenant les orientations métiers dans l'éducation, dans les cursus universitaires, on va dire, dans les domaines de recherche, doivent donc promouvoir les activités qui permettent d'alimenter l'IA, qui permettent d'enrichir en quelque sorte les bases de connaissances de l'IA, de rassurer maintenant ceux qui collectent de l'information, donc un apprentissage sur des données agrégées, sur des données filtrées, sur des données, on va dire, à valeur sûre, c'est-à-dire en termes de résultats. Maintenant, ce triage, ce filtrage, cette agrégation donc des bases de connaissances que l'IA va exploiter nécessite une expertise, nécessite des experts. Cet apprentissage aussi, donc aux agents de l'IA générative, on peut maintenant créer des firmes qui développent à travers des ingénieurs, des experts, des spécialistes dans leur domaine, dans leur métier, maintenant, pour aider les agents à un apprentissage maintenant plus sûr. Voilà, à améliorer, donc, on va dire, le raisonnement et ces modèles, à les faire évoluer pour pouvoir réellement les exploiter de manière plus sûre et à valeur ajoutée. Voilà, merci. Et si vous avez quelque chose à rajouter pour enrichir donc, cette réponse. Alors, je crois que la réponse elle est déjà claire parce que c'est l'IA qui impose ses règles et pas le contraire. On est dans une petite polémique, soit de ne pas utiliser l'IA et rester en retard, soit d'avancer avec, bien sûr, avec les avancées technologiques. L'IA, réellement, il a détruit beaucoup de postes en Europe, en Amérique, il a remplacé. Mais je crois que dans un contexte africain, je crois que cette notion de changement de l'être humain par l'IA en sa totalité, je crois qu'il y a beaucoup de temps pour arriver à ce stade. Mais nous, on revient à un point qui est très important, c'est l'éducation. C'est l'éducation qui doit prévoir, on doit avoir un système de prédiction pour former sur les technologies, sur les métiers de l'avenir. D'accord? Alors ça reste un élément très important. Le système d'éducation traditionnelle, je crois que ça représente actuellement un handicap majeur en Afrique. On est toujours, dans toutes nos universités, nos écoles, on suit toujours un système éducatif traditionnel qui date des années 1980 et on n'a pas une vision holistique globale sur les tendances actuelles dans le marché d'emploi. Alors, pour se préparer et pour anticiper, comme vous avez posé la question, pour anticiper et gérer cette transition, je crois que le système éducatif, les entreprises doivent déjà prévoir un système éducatif qui va préparer des lauréats, bien sûr, et qui va permettre cette opération de upskilling, de reskilling, etc., pour mieux préparer les jeunes africains pour les métiers de l'avenir. Voilà. Merci, cher Mourad. Voilà la question 4. Je pense qu'on va donc terminer avec cette question. Comment être sûr que l'IA nous fournit un résultat garanti? Voilà, l'IA ne nous fournit pas un résultat garanti, sauf si elle est maîtrisée de bout en bout. C'est-à-dire, on a bien développé nos agents, on a une base de connaissances, comme je viens de dire tout à l'heure, à des informations et des connaissances agrégées. Nous avons des modèles d'apprentissage donc, qui ont été donc, bien, on va dire, développés et qui ont évolué. Maintenant, nous aurons toujours besoin du contrôle humain et de l'expertise humaine pour mieux s'assurer de la qualité des résultats
produites donc par l'IA. Bien sûr, dans des domaines très limités, nous pourrons donc donner confiance, c'est-à-dire fabriquer une pièce ou bien donc développer donc du code, mais pour un usage plus large et plus stratégique, donc il faut avoir donc cette qualité contrôlée par l'humain, par donc une expertise, par une prise de décision sûre. C'est pour cela que l'humain ne peut pas être remplaçable donc à 100%, mais partiellement, on peut l'aider à évoluer par l'IA. Merci. Je vous remercie tous et j'espère vous voir dans de prochains événements. Merci, Walid. Merci à tout le monde.